Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 29 décembre, 4 jours après la visite du Père Noël. Nous nous intéressons ce midi aux déçus, celles ou ceux par exemple dont l'objet high-tech ne fonctionne pas. Depuis le début de la semaine, les services après-vente de ces enseignes sont à pied d'œuvre pour satisfaire au mieux ces déçus de Noël. Le reportage de Muriel Barlagne. Les tablettes. Dans cette enseigne, on en a vendu 1000 pour Noël. Alors forcément, c'est le produit sur lequel on enregistre le plus de retours au service après-vente. 5 ou 6 de toute taille et pour tous les âges sont déjà revenus. Généralement, sur les tablettes, c'est plus un problème concernant l'allumage ou problème de chargement. Tout ce qui concerne le chargement de l'appareil, je dirais que c'est les problèmes récurrents sur les tablettes. Parmi les articles les plus vendus de ce magasin, les drones. Pour l'instant, 2 ont atterri au SAV. Quant au gyropode ou gyroskate, 4 sont revenus sur les 40 vendus. Ici, les clients n'ont pas à attendre pour avoir leurs produits. Nous, par rapport au service que nous avons mis en place, je dirais que nous sans la panne, on envisage carrément un échange au client. C'est beaucoup plus facile à gérer comme ça et le client est beaucoup plus joyeux, je dirais, que de faire tarder et attendre le client pour un futur échange. Les techniciens interviennent rarement sur les produits défectueux. Le plus souvent, ils sont renvoyés aux fournisseurs. Le service après-vente est aussi très sollicité pour des conseils d'utilisation, encore plus après le rush de Noël. Ce coup de gueule à présent, celui du président de French Caribbean Taxi, une société guadeloupéenne de VTC. Louis-Verne Duménil a été agressé samedi dernier à l'aéroport Paul Caraïbes. Plus qu'une altercation, il s'agirait d'une véritable guerre des taxis. Le reportage de Richard Scott Tamar. Simple altercation entre 2 chauffeurs de taxi ou problème plus grave au sein de la profession? C'est la question que l'on se pose après les événements qui ont eu lieu samedi à l'aéroport Paul Caraïbes. Non, à l'aéroport, c'est un endroit spécial. Il y a une commission départementale qui a réuni à la préfecture avec des gens qui sont habilités et qui a décidé le nombre d'autorisations qu'il y a pour stationner à l'aéroport et qui a pour stationner à l'aéroport. Bon, Tini, un confrère qui peut-être sûrement pas né autorisation là. Et il dit, mais vous pas d'autorisation là, bon, mais il ne faut pas stationner là, ça c'est tout à fait normal. Pour les taxis de l'aéroport, Louis-Verne Duménil, créateur de l'entreprise French Caribbean Taxi, n'a pas été autorisé à se garer en file d'attente, comme ses collègues, sous prétexte de ne pas avoir l'autorisation écrite obligatoire. Et c'est là que les 2 versions diffèrent. Alors voilà, ici c'est la carte de stationnement de l'aéroport qui fait tabou, hein, quand on dit que M. Duménil n'a pas sa carte de stationnement à l'aéroport. Le voilà. Je vous fais voir ce côté-là. Et de l'autre côté, voilà la date qui dit que je suis à jour. Ma carte va jusqu'au 14 mars 2016. Et donc, ça fait mal au cœur de voir que le président de la STAG se permet de dire que je n'ai pas de carte de stationnement. Et ce qui me touche vraiment, M. Patrick Chouan, qui était le président de la STAG, siège à la commission comme moi. Ils savent très bien que j'ai ma carte. Ça, c'est des choses que je vais m'en occuper demain et je laisserai personne dire et faire ce qu'ils ont envie de faire contre moi. En substance, ce sont 2 approches de la profession complètement différentes qui s'affrontent. Le nouvel arrivant, aux méthodes différentes, semble déranger les taxis traditionnels. Mais par contre, on est d'accord sur tous les points. Depuis 2010, le CTIG demande à M. Patrick Chouan, qui était le président, et M. Césaire qui est arrivé, de présenter le projet qu'on a fait au niveau du port et le CTIG pour le prix qu'ils ont appliqué sur le port. Le prix qui est affiché le port, ça a déréglementé le taxi, notre métier. Vous savez, nous combattons, notamment à la STAG, l'association principale association de taxis de la Guadeloupe, combat nous, c'est de régler un certain nombre de problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes avec les gens qui travaillent de manière irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas les autorisations requises pour faire taxi, ils ont fait transport à personne de manière irrégulière. Nous avons interpellé la préfecture
à propos de ça. Nous avons envoyé des courriers au maire. Est-ce qu'on peut penser que c'est normal que, par exemple, à Pointe-à-Pitre, on ait des chauffeurs de taxi qui ont licence, ont autorisation de stationner, ils ont qu'à payer 18 € par mois, qui fait à peu près 200 € par l'année de frais pour stationner et pour charger à Pointe-à-Pitre. À 100 mètres de eux, on est en station de voitures de transport avec chauffeur qui, en toute illégalité, au vu et au su de tout le monde. Puisque M. Louis-Verne Duménil a porté plainte après l'altercation, il est sûr que l'on saura bientôt l'enjeu réel de toute cette histoire. Dans quelques jours, l'année 2015 prendra fin, une année riche en actualités, que ce soit dans le monde, en France et même évidemment en Guadeloupe. Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen vous ont justement demandé ce que vous aviez retenu de cette année 2015. Toujours la violence. Hein. Vous savez, il n'y a rien pour les jeunes. En fin de compte, je pense qu'il n'y a rien pour les jeunes et que les parents même, ils se font rares. Les élections, c'est ça qui a primé en fin 2015. Et aussi un petit peu de violence dans le pays qui est dommageable pour l'économie du pays, quoi. Ce qui m'a marqué dans l'année 2015, c'est beaucoup de violence. Ce qui a ouvert l'année 2015 et qui l'a clôturé, c'est surtout les événements, les attentats. Après les événements de Paris, malheureusement. Et puis après, toutes les élections un petit peu aussi, ça a été mouvementé, mais c'est sympa. Moi, en 2015, ce qui m'a marqué, ce sont les attentats. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra régler ce genre de situation. Et justement, dans quelques jours, nous serons en 2016 et pour démarrer cette nouvelle année du bon pied, certaines personnes n'hésitent pas à se rendre dans des boutiques ésotériques pour trouver des produits censés se débarrasser du mauvais sort, mais aussi pour trouver amour, travail et argent. Et des pratiques qui sont toujours d'actualité dans notre société, comme l'a constaté Muriel Barlagne. Depuis Noël, Nicaise Gélabal a préparé des bouquets complets. On y trouve toutes les plantes utilisées pour faire un bain. C'est le fameux bain démarré des Antilles, celui que l'on doit faire le 1er de l'an pour se défaire du mauvais sort et démarrer l'année en beauté. Certains le prennent dans la mer, d'autres utilisent des feuillages. Les plantes que les gens viennent acheter, ce sont des plantes de vent-nègre, lavande, armoise, plus fort que l'homme fort, patchouli et puis dragon. On fait bouillir de l'eau et on plonge les plantes dedans ou bien on peut mettre les plantes dans l'eau, dans un faitout et puis on fait bouillir. Et on coule et on se baigne avec. Bien que les acheteurs soient moins nombreux, beaucoup de Guadeloupéens se tournent encore vers ces pratiques. Certaines sont encore plus précises. Il s'agit de rituels pour obtenir l'amour, le travail ou encore la santé. Ginette Naine tient une boutique ésotérique. Elle y voit défiler du monde toute l'année, mais en décembre, il y a un rush. La demande est particulièrement forte pour certains produits. Alors, c'est l'eau divine et l'eau céleste. Ce sont deux produits qui rentrent dans la composition du bain, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour les études, que ce soit pour les examens. On pourrait dire ça rentre dans pas mal de choses. Et beaucoup vous disent que l'eau divine est comparée comme le mâle et l'eau céleste comme la femelle. Donc, ce sont deux qui s'associent. En fait, pour faire donner de l'évolution et donner rendre le bain plus bénéfique par rapport à ces deux-là. Le lait d'iris, par contre, c'est pour blanchir, se bien faire voir, c'est par rapport à son travail, de bien faire voir de ses collègues, de bien faire voir de son environnement, ou quand on se sent véritablement, on n'est pas bien vu. On n'est pas bien vu, ça permet on dit que ça blanchit. Mais blanchir dans le sens plus ou moins spirituel, mais pas blanchir la peau, bien évidemment. Eau aux multiples vertus, encens, prière, les clients viennent avec des listes souvent après avoir consulté un spécialiste ou sur les conseils d'un parent. L'objectif est le même, avoir enfin la chance ou le bonheur qui ne se sont pas présentés jusqu'à maintenant. Et bien sûr, le tout est d'y croire. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, direction la Colombie ou encore le Venezuela où une loi anti-OGM vient d'être votée. Voici la Minute Caraïbe. Colombie, un galion espagnol retrouvé. On a retrouvé l'épave du galion espagnol San José disparu en 1708 au large des côtes de la ville de Carthagène, dans le nord de la Colombie.
C'est le président colombien Juan Manuel Santos qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Le San José faisait partie de la flotte du roi Philippe V et fut utilisé pour la guerre de succession d'Espagne. Environ 600 personnes se seraient trouvées à bord du navire durant son naufrage lors d'une bataille contre l'Angleterre le 8 juin 1708. L'épave, qui passe pour l'une ayant le plus de valeur dans le monde, pourrait bien contenir un trésor estimé à $1 milliard. En effet, selon la légende, le San José transportait des émeraudes, des bijoux, des pièces d'argent et 11 millions de pièces d'or lors de son naufrage. Un tel butin suscite bien des convoitises et devrait raviver un bras de fer juridique entre l'État colombien et la Sea Search Armada, société américaine spécialisée dans la recherche des trésors engloutis, qui avait affirmé en 1981 avoir localisé la zone de naufrage. A noter cependant qu'en 2011, la justice américaine a accordé la propriété du galion à la Colombie. Une loi anti-OGM, le Parlement vénézuélien qui dispose jusqu'au 5 janvier 2016 d'une majorité chaviste, a approuvé le projet de loi des semences défini par les mouvements sociaux qui l'ont défendu comme le fruit d'un consensus anti-OGM et anti-brevet. Ce projet a commencé en 2013 à l'initiative de mouvements paysans et d'organisations écologistes, l'objectif étant la promotion de la production d'aliments agroécologiques, l'interdiction des OGM et l'affaiblissement du poids des grandes multinationales. L'approbation de la loi repose sur l'obligation fondamentale de l'État de garantir à la population une vie dans un milieu libre de pollution, où l'air, l'eau, les sols, les côtes, le climat, la couche d'ozone, les espèces vivantes seront protégées. En fait, la loi applique le mandat constitutionnel sur des thèmes sensibles, comme l'interdiction de breveter le vivant et la garantie de la production et l'usage des semences autochtones. Pays des Caraïbes à la recherche d'une alternative aux Pétrocaraïbes. Les pays des Caraïbes sont à la recherche d'autres sources d'approvisionnement en pétrole, après que l'opposition récemment élue au Venezuela ait annoncé qu'elle réexaminerait l'accord énergétique dit Pétrocaraïbes. Ces pays sont membres de l'Organisation des États des Caraïbes orientales qui obtiennent du pétrole vénézuélien à des conditions extrêmement favorables. Avant les dernières élections législatives au Venezuela, le président Nicolás Maduro, au cours d'un voyage à Saint-Vincent et les Grenadines, avait souligné que Pétrocaraïbes n'était qu'un pacte énergétique. Il devrait n'y avoir aucun doute dans nos esprits que Pétrocaraïbes est l'épine dorsale de l'énergie, du développement social et économique de notre région, avait-il déclaré. Le président vénézuélien doit maintenant composer avec une majorité parlementaire qui lui est totalement hostile. Le premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines, Rafa González, a déclaré que bien que Pétrocaraïbes soit une source d'énergie importante, le pays dispose d'autres options. À la fin de l'année 2018, nous nous organisons pour avoir 80% de l'électricité dans ce pays générée par des énergies renouvelables, a expliqué Rafa González. Le premier ministre de Saint Kitts et Nevis, Dr Timothy Harris, a indiqué quant à lui qu'un relâchement de l'accord Pétrocaraïbes aurait un impact négatif sur les économies de la région. Retour en Guadeloupe, le président de région Harry Chalus a confirmé hier que la Guadeloupe recevra bien le premier tour de la Coupe Davis de tennis en mars prochain. Ce sera au Vélodrome de Baie-Mahault. Il a affirmé qu'il n'avait jamais été contre l'organisation de cette organisation. Néanmoins, la facture finale sera bien supérieure à celle annoncée. Les détails avec Éric Pommier. 3,2 millions hors taxes, voilà finalement ce que va coûter l'organisation du premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe, compétition prévue du 4 au 6 mars prochain. Mais le nouveau président Harry Chalus a été ferme lors de la conférence de presse de cet après-midi. La participation de la région ne sera que 2 millions, comme initialement annoncé par son prédécesseur Victorin Lurel. Harry Chalus met à contribution l'État et la Fédération française de tennis pour apporter leur soutien financièrement. Et nous avons dit qu'avec 1 million, on ne peut pas organiser une telle manifestation car ça coûtait 4,5 millions. Avec les techniciens, nous avons dû descendre un maximum et nous sommes arrivés à 3,2 millions en espérant que ça n'ira pas encore trop loin. Donc il fallait quand même qu'on passe part à l'État, au gouvernement, au président de la Fédération française de tennis. Et aujourd'hui, nous avons eu un accord pour, vous avez entendu vous-même comme moi, les ministres parler pour dire qu'ils vont nous accompagner, qu'ils prendront le surcoût. Donc, on continue. Ce que nous voulons, c'est un engagement de manière à ce que nous puissions continuer les travaux, surtout qu'à 2 mois, on ne peut pas lancer d'appel d'offres. Il faudrait qu'on puisse travailler sur les marchés existants. Pour le nouveau président Harry Chalus, il n'a jamais été question de dire non à un tel événement, mais il fallait à tout prix évaluer les réelles dépenses à prendre en considération. À lui d'insister, en mettant l'accent sur une structure au départ, loin d'être prévue pour une telle manifestation. La spécificité de la Coupe Davis
conduira à de nombreuses modifications du vélodrome, comme la réfection des toilettes, la réalisation des cours annexes, l'éclairage et bien sûr d'autres aménagements nécessaires pour être aux normes, comme par exemple encore l'aménagement de nouvelles tribunes. Sur 9000 places que compte le vélodrome, Arichalus annonce que seules 2000 places sont aux normes pour recevoir du public. Combien finalement va coûter réellement cette Coupe Davis? Dans l'immédiat, c'est bien la région qui s'engage à avancer les fonds. Et on va continuer à parler de tennis, mais on va s'intéresser au tennis que l'on porte aux pieds. Max Limol présentait hier aux Abîmes un ouvrage intitulé « Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques ». L'occasion d'échanger avec le public sur cet objet fédérateur. Richard Scott-Tamar nous en dit plus. Créé pour le sport, mais popularisé par le hip-hop et la black culture, la basket est devenue en l'espace de 3 décennies l'accessoire incontournable de toute garde-robe qui se respecte. Du jeune créatif au joueur professionnel de basket, en passant par la modeuse, il y en a pour tous les goûts. Un Guadeloupéen a consacré un ouvrage à cette culture, Max Limol, plébiscité par l'ensemble de la presse nationale. Il est revenu au pays, présenter son ouvrage. Je voulais écrire un livre sur la culture sneakers. Pourquoi? Parce que des livres sur la sneakers, il y en a beaucoup, des catalogues bien faits, des photos propres et des écrits corrects. Mais je pense que j'amène quelque chose de nouveau qui s'appelle la culture sneakers. Si on me demande c'est quoi la culture sneakers, je dirais tout simplement que c'est un savant mix entre le hip-hop, le sport et c'est surtout une question d'attitude. Grâce à la proximité du marché américain, on a toujours été adepte de cette culture sneakers, encore peut-être même plus que la métropole, l'hexagone, entre guillemets. C'est important pour moi de venir présenter cet ouvrage. C'est vrai qu'en France, il a recueilli, j'ai eu les honneurs de la presse nationale, notamment BFM TV, France Inter, Europe 1, Le Monde, les Inrock et d'autres médias. Même la Suisse et la Belgique sont venus vers moi pour des interviews. Mais bon, je suis quand même un Guadeloupéen. Je voulais absolument me priver de mes vacances de Noël et venir en Guadeloupe présenter à mes compatriotes guadeloupéens mon livre et leur expliquer que ce livre, je ne l'ai pas fait pour moi tout seul, mais je l'ai fait parce que tout simplement, cette passion pour ce morceau de cuir qui décore nos pieds est née en Guadeloupe. Ils étaient venus nombreux, ce que l'on appelle les sneakerheads, les passionnés de basket, discuter avec l'auteur autour de la notion de culture urbaine. Concrètement, la chaussure de sport représente un marché de 80 milliards de dollars qui se répartit entre les deux géants de l'industrie, Adidas et Nike. Le groupe Nike dépense chaque année 3 milliards de dollars, rien qu'en marketing et recherche-développement. Max Limol sera cet après-midi à partir de 17h à la boutique Get Fresh rue Barbès pour présenter quelques paires mythiques de la sneakers culture. Et on va continuer à parler de culture avec cette exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre, celle de l'artiste plasticien guadeloupéen Goody. Il s'agit de la 2e série de la collection Ordo Apkao, un art abstrait que nous présente Patrick Curie. Goody, artiste peintre, nous dévoile sa nouvelle exposition intitulée Unité plurielle et diversité singulière. Il nous propose sa vision du chaos avec comme source d'inspiration la société en général, l'évolution des rapports entre individus à travers chaque société. Enfin, ce que je projette en peinture dans ma vision du monde, c'est surtout que on est dans ce que Glissant appelait le chaos au monde et qu'il y a plein de choses qui sont en devenir. Et que le devenir ne dépend que de chacun de nous. Donc moi, je projette sur la toile cet état des choses qui lie à la fois le passé, le présent et l'avenir, dans ces 3 dimensions où je ne propose pas des solutions. Je propose des pistes et j'invite chaque personne à trouver ses réponses au travers des questionnements qu'ils peuvent avoir face à l'œuvre. Au moment où je viens poser la couleur sur la toile, j'ai beaucoup de choses à dire. Et pour pouvoir dire ce beaucoup de choses, il me faut un nombre de toiles, il me faut tout à disposition. Il me faut pouvoir répartir les idées, répartir les pensées pendant que je travaille. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour visiter l'univers chaotique de cet artiste.
Information pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Morne-à-l'Eau, en raison du lavage de réservoirs, plusieurs secteurs sont privés d'eau depuis ce matin 7h. Il s'agit notamment de Belle-Espérance, du Bellois, Marieul, Perrin, Sauvia ou encore Vieux-Bourg. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Avant de vous laisser, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe et le soleil sera largement présent sur notre archipel. Il sera tout de même accompagné de quelques passages nuageux. Les températures afficheront entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, suivi d'un téléfilm intitulé Une famille décomposée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.